Frédéric Charillon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris-Cité et à l'université Clermont-Auvergne. Vous êtes titulaire de la chaire Défense et Leadership à l'ESSEC Business School. Vous êtes spécialiste des relations internationales et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la diplomatie et la place de la France dans le monde. Nous citerons les plus récents, Guerre d'influence, les États à la conquête des esprits, chez Odile Jacob en 2022, et La France dans le monde, un ouvrage collectif aux éditions du CNRS en 2021. Christian Lequesne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris, où vos cours portent sur l'Union européenne comme acteur international, ainsi que sur les réseaux et les pratiques de la diplomatie. Vous êtes également professeur invité au Collège d'Europe. Vous avez dirigé le CERI, le Centre d'études et de recherche internationales de Sciences Po. Vous avez enseigné à l'Institut européen de la London School of Economics. Et vous êtes en outre cofondateur et co-rédacteur en chef de la Revue européenne d'études internationales. Vous êtes l'auteur d'une ethnographie du Quai d'Orsay en 2020 aux éditions du CNRS. Et apparaître en mai prochain aux presses de Sciences Po, Le diplomate et les Français de l'étranger, une enquête sur les pratiques de l'État envers sa diaspora. Bertille Bayard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chroniqueuse économique au Figaro, vous signez tous les mercredis dans les pages Débat Opinion. Également l'auteur d'une lettre hebdomadaire, Big Business, que vous signez avec constance depuis 136 épisodes, ce qui vous vaut l'admiration de tous vos collègues au Figaro, n'est-ce pas? Et vous êtes l'auteur d'un livre écrit avec Emmanuel Egloff, Le piège, enquête sur la chute de Carlos Ghosn, paru en 2019 aux éditions Kero. Renaud Girard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chroniqueur international au Figaro. Vous précédez Bertille Bayard tous les mardis dans les pages Débat Opinion. Vous avez bien sûr sillonné la planète pendant plusieurs décennies comme grand reporter et vous êtes l'auteur d'une bonne douzaine de livres. Nous citerons notamment pour le sujet qui nous intéresse ce soir, Quelle diplomatie pour la France en 2017 aux éditions du CERF. Que reste-t-il de l'Occident? Un livre d'échange avec Régis Debray, paru en 2014 chez Grasset. Alors, on va commencer par écouter le président de la République lorsqu'il défie, entre guillemets, Vladimir Poutine, ou du moins qu'il nous met en garde sur une guerre qui est la nôtre. Écoutons-le. Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Et je crois que nos deux pays ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe. Du fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace, chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Quant aux pays qui déclarent qu'ils n'ont pas de ligne rouge à l'égard de la Russie, ils doivent comprendre que la Russie n'aura pas non plus de ligne rouge à l'égard de ces pays. Alors, est-ce que ce face-à-face, cette espèce de mise à niveau de la France via son président avec le président de la Russie, ça vous paraît quelque chose de naturel, Frédéric Charillon? C'est dans l'ordre des choses? Je ne sais pas s'il y a un face-à-face, parce qu'en réalité, il n'y a pas la France seule d'un côté et la Russie de l'autre. On l'a bien vu, il y a une alliance, il y a une Europe, même s'il y a des voix dissonantes dans cette Europe. C'est toute la question, à la Slovaquie ou à la Hongrie. Mais donc il y a quand même un bloc européen avec une grande partie des États de l'Union européenne. Il y a pour le moment les États-Unis avec l'administration Biden. Donc c'est un camp qui est ensemble. Là. Il n'y a pas un pays seul. Alors évidemment, ce qu'il faut éviter, c'est peut-être de donner l'impression qu'il y a ce face-à-face. Ouais. Ce qui est peut-être problématique dans la posture qu'on vient d'entendre, même si le début de cette posture me paraît tout à fait juste. C'est-à-dire, il faut faire attention à ne pas tomber dans la lâcheté et on a souvent tendance à ne pas vouloir voir, à voir la politique de l'Autriche. La question que pose aussi le président français, Christian Lequesne, c'est est-ce notre guerre ou pas? C'est une question légitime que... Bien sûr, c'est une question légitime parce que derrière la guerre et l'invasion de l'Ukraine, il y a également un système de valeurs et un certain nombre d'éléments normatifs. C'est la défense de la démocratie libérale, donc c'est un point important. Mais pour revenir à votre question, je pense que certes, la France ne peut pas faire seule, et je crois que la France est obligée de composer avec le camp occidental. On verra ce que donneront les élections américaines
au mois de novembre prochain. Mais en tout cas, il y a toujours cette volonté française, et ça s'inscrit dans une histoire longue, d'essayer de donner l'impression d'être à l'avant-garde, si vous voulez, un peu des positions diplomatiques. Mais ça, c'est dans l'ADN français. Et de ce point de vue, Emmanuel Macron se situe dans la continuité. Est-ce qu'on entraîne vraiment les Européens lorsqu'on est à l'avant-garde? Non, pas forcément. Je crois qu'il y a beaucoup de résistance de la part des autres Européens à l'idée, par exemple, d'une intervention au sol. Enfin, on a bien vu les réactions du chancelier Scholz. Est-ce que c'est pas tout le problème, Renaud Girard, de cette déclaration du président de la République, qui est qu'en fait, il ne représente pas vraiment les Européens au moment où il le dit? Le problème, effectivement, diplomatiquement, c'est que il a commencé à le dire à une conférence de presse. C'est pas cette déclaration-là, c'est une précédente. Ça, c'était à Prague. Et quelques semaines avant, le 26 pas quelques semaines, quelques jours avant Prague. Début mars. Et voilà, il avait dit après une conférence qui avait eu lieu à Paris sur le soutien à l'Ukraine. Il avait tenu des propos juste à la fin de cette conférence, mais ses invités étaient déjà partis. Il y avait notamment le chancelier Scholz, qui ne reflétait pas les conclusions de la conférence. Donc diplomatiquement, c'était pour le moins audacieux, sinon discourtois. D'ailleurs, il a eu droit à un rappel à l'ordre assez sec du gouvernement allemand, qui lui dit « Nous sommes ravis de voir le président Macron défendre ainsi l'Ukraine, mais on aimerait que la France investisse plus dans le matériel qu'il fournit à l'Ukraine, parce que je crois que la France fournit 8 fois moins d'armement en valeur, je parle sous votre contrôle, que l'Allemagne. Mais effectivement, pour les Allemands, il n'était pas question d'envisager de mettre des soldats directement en Ukraine contre mais si le président français ne représente pas les 27, il ne représente que la France. Et c'est là où on a ce face-à-face, d'ailleurs, pris comme tel par Vladimir Poutine. Vladimir Poutine ne répond pas à toute l'Europe, il répond au président français. Et voilà pourquoi il va ensuite à Prague. Voilà pourquoi il va ensuite à Prague, et ensuite il va à Berlin. Et là, d'une certaine manière, il arrive à avoir, puisqu'il a une sorte d'accord avec le chancelier Scholz et le Premier ministre polonais, il arrive à avoir, grosso modo, toute l'Europe derrière lui, parce que l'Espagne, l'Italie, le Portugal ne protestent pas. Mais les Allemands sont toujours contre. À Berlin, à Berlin, l'accord, il y a quand même une conférence à Berlin, et le ton est bien meilleur. Il ne s'agit bien sûr pas, et d'ailleurs il y a eu, on a aussi un peu reculé, enfin on a mis un peu la pédale douce en France, hein, quand même. On a dit on n'allait pas faire la guerre à la Russie, mais grosso modo, il y a quand même une volonté de l'Allemagne, de la Pologne et de la France de fournir des équipements de manière à ce que les Russes ne profitent pas d'une faiblesse, je dirais, passagère de l'armée ukrainienne pour aller prendre Odessa. Et d'attendre, en fait, parce que les Ukrainiens font la même chose que les Russes, ils font leur propre ligne sur Surovikin, leur propre ligne Maginot, et d'attendre qu'il y ait 2 lignes Maginot. On va revenir sur Odessa, parce qu'il y a eu aussi une déclaration du président français. Juste un mot sur la méthode Bertie Bayat. En Europe, elle s'applique fréquemment, pas seulement aux questions géopolitiques ou militaires. C'est un peu comme ça que la France fonctionne. Moi, il m'a semblé, dans le discours d'Emmanuel Macron de ces derniers temps, effectivement, de Prague et puis avant à Paris, qu'il y avait une double dimension au-delà de cette, évidemment, du message principal qui était adressé à la Russie. Il y avait une vocation interne qui est de continuer à monter en puissance dans l'évocation des enjeux pour la France elle-même de ce conflit, qui sont un petit peu oubliés et qui ont tendance à ces enjeux qu'on perd un petit peu de vue. Certains ont même parlé de dimension électorale. Sans même parler de dimension électorale, qui a éventuellement une troisième entrée. Mais voilà, il y a ce côté fatigue de la guerre qui finalement nécessite, il faut remettre à niveau, on va dire, le niveau de conscience par rapport à ce qui se joue dans cette guerre, y compris pour les intérêts de la France. Ça, c'est le premier point, et c'est vraiment du discours de politique intérieure. Et ensuite, il y avait le sujet, moi quand j'ai entendu Emmanuel Macron à Paris, j'ai vu effectivement, c'était plus qu'une discourtoisie à l'égard d'Olaf Scholz, c'était une façon de vouloir faire bouger l'Allemagne. Voilà, quand il parle des casques et des couvertures, c'est une attaque directe contre ce qui avait été les premières déclarations à Berlin. Et là, on retrouve effectivement ce qu'on retrouve dans une bonne partie du débat européen, qui est ce problème de la mésentente franco-allemande, qui s'incarne principalement entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Qui aujourd'hui est assez public. Voilà. Mais sur l'Ukraine,
on est quand même sur un problème Scholz et SPD dans la coalition, où finalement, avec les Verts, avec les libéraux de la coalition, et plus tard, peut-être, on verra après les prochaines élections 2025, la CDU. Mais en tout cas, voilà, on voit bien que le problème, il se concentre sur la Scholz. Ça rappelle un petit peu quand Nicolas Sarkozy voulait faire bouger Angela Merkel pendant la crise financière, où il fallait la bousculer, la faire bouger, etc. On a l'impression qu'on retrouve un petit peu cette tactique d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la Scholz. Parce que c'est quand même au cœur toujours du fonctionnement de l'Europe. Aujourd'hui, ça fonctionne particulièrement mal. Votre avis, Christian Lequesne? Non, ça ne fonctionne pas particulièrement mal, mais il y a, si vous voulez... Il n'y a pas beaucoup de chimie entre les deux personnages. Il y a une divergence fondamentale. C'est-à-dire que je partage absolument ce qu'a dit Renaud Girard lorsqu'il mentionnait le fait que finalement, à Prague, à Varsovie ou à Bratislava, quand le président français dit il ne faut pas abandonner l'Ukraine, y compris intervenir au sol, ça résonne. Simplement, du côté français, il y a toujours cette idée que raisonner, ça voudrait dire une forme d'autonomie stratégique de l'Europe dans le camp occidental. Et ça, c'est absolument inacceptable pour les centres européens. Pour les centres européens, comme pour les Allemands, et c'est là la grande divergence avec Scholz, il ne peut y avoir de défense de l'Europe qu'avec les États-Unis d'Amérique. Voilà. Mais là, c'est une spécificité française aussi. Nous avons eu le général de Gaulle dans notre histoire, et nous sommes isolés sur cette question. En Europe, le jeu consiste souvent à essayer de dire la même chose tout en pensant des choses différentes. Oui, mais il y a quand même des vraies divergences. Christian en a pointé quelques-unes entre la France et l'Allemagne. Je crois qu'il y en a une autre qui est très importante et qui finit par être problématique entre Paris et Berlin, qu'on entend souvent quand il y a des rencontres d'instituts de recherche entre Français et Allemands, même d'ailleurs quand on a affaire à des partenaires allemands qui ne sont pas du tout francophobes, ni quoi que ce soit. Il y a notamment, par exemple, l'approche de ce qu'on appelle la responsabilité des deux côtés du Rhin. En France, dire on va faire quelque chose, on va intervenir, on prend une posture forte, pour nous, en tout cas pour nos autorités, c'est faire preuve de responsabilité. On a entendu tout à l'heure Emmanuel Macron, c'est une façon de dire notre responsabilité, c'est de dire qu'il ne faut pas se voiler la face, que le problème est là, etc. Pour nos partenaires allemands, souvent, ce genre de discours est au contraire tenu pour quelque chose d'un peu irresponsable. Ils considèrent que c'est va-t-en-guerre. Ils nous soupçonnent parfois de le faire pour des raisons de politique intérieure ou pour la popularité d'un président ou d'un ministre. Et là, je crois qu'il y a vraiment une discorde sur laquelle il faut travailler entre Français et Allemands. Il faut faire comprendre aux Allemands que notre façon parfois de vouloir se mettre en avant, être en pointe de l'action diplomatique, non, ça n'est pas de jouer avec l'international pour se faire mousser sur la scène intérieure, si je puis dire. Un petit peu, parfois. Ça arrive, mais je pense qu'il y a une vraie... Je crois que c'est pas absurde de dire... C'est surtout le suivez-moi. Je prends la tête et vous devez suivre. Bien sûr, parce que je vous montre la voie. C'est absurde de dire aujourd'hui qu'il se passe des choses graves en Europe. Bon, et de la même manière, il faut que nous comprenions que quand les Allemands essaient d'être plus prudents, plus modérés, c'est pas non plus par lâcheté. Nos deux processus de décision sont aussi très très différents. Nos histoires sont différentes. Nous avons un processus très présidentialisé qui nous permet parfois d'aller plus vite. Quand on est intervenu au Mali, pas forcément d'ailleurs avec des résultats extraordinaires sur le long terme, mais quand on a fait l'intervention militaire au Mali en janvier 2013, ça s'est passé très très vite. Bon, nos amis allemands ont un autre processus de décision qui est beaucoup plus long, qui engage beaucoup plus d'acteurs, qui va solidifier davantage la décision sur le long terme, mais qui au départ va prendre plus de temps. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble et il ne faut pas qu'on s'accuse mutuellement les uns d'être irresponsables en disant tout à tort et à travers sans réfléchir, les autres qu'on va accuser d'être lâches parce que justement ils sont plus modérés que nous. C'est un peu les mots qu'on a entendus tout de même. Mais parlons de l'OTAN. Est-ce que la France tient son rôle dans l'OTAN? Est-ce qu'elle est à sa place? Est-ce qu'elle... Renaud Girard. Écoutez, maintenant qu'elle est revenue, moi je pense que c'était une erreur de la part de Nicolas Sarkozy de nous avoir fait revenir dans l'OTAN parce que ça signalait... Dans le commandement intégré. Dans le commandement intégré. Il est bien sûr que le général de Gaulle est resté dans l'Alliance Atlantique et d'ailleurs dans toutes les grandes crises qu'on a eues, il s'est montré le premier allié de l'Amérique, sur la crise de Berlin ou la crise de Cuba par exemple. Mais nous ne voulions pas montrer de suggestion. Nous sommes alliés mais pas alignés. Et c'était quelque chose d'important, je crois, de la politique étrangère française. Effectivement, Nicolas Sarkozy, qui n'a pas d'ailleurs brillé dans sa politique étrangère particulièrement, puisque c'est lui qui a fait l'intervention en Libye, que j'ai qualifiée dans certains articles de plus grave erreur de politique étrangère de toute la Ve République,
Il a mis un chaos qui n'est toujours pas résolu, non seulement en Libye, mais dans tout le Sahel. Je pensais que c'était effectivement pas nécessaire de faire ce geste de suggestion sous prétexte qu'on allait nous donner un commandement qui est en fait un commandement qui n'existe pratiquement pas. Les généraux américains n'en ont jamais entendu parler. C'est une sorte de commandement intellectuel à Norfolk. Tout le monde s'en moque. Commandement de la transition. De la transition, la transformation. Personne ne fait. Voilà. Même Philippe, qui était correspondant aux États-Unis, ne connaît pas le titre exact de ce commandement. Donc tout le monde. Et donc c'est une ligne de suggestion qui nous a qui a fait que la France, qui avait une voix un peu à part dans l'alliance, effectivement, sa voix a diminué. Maintenant que nous sommes rentrés dans l'alliance, on ne va pas faire des allers-retours sans arrêt, et on va y rester une fois pour toutes. Et on joue le jeu de l'OTAN tout en ayant cette ambition de souveraineté je crois qu'aujourd'hui, européenne. Je crois qu'aujourd'hui on joue le jeu de l'OTAN. On pense à raison, d'ailleurs Emmanuel Macron a raison, on pense à raison que l'alliance des États-Unis n'est pas éternelle, parce que nous l'avons vécu dans notre chair. Le président Wilson a dit... on a empêché Foch d'aller à Berlin en 18 parce qu'on avait l'alliance américaine. Et les Américains nous ont laissé tomber en 1920. Enfin, on a bien vu, puisqu'ils nous ont incités à ne pas intervenir lorsqu'il y a eu la remilitarisation de la Rhénanie par Hitler en 1936. Ils ne nous ont pas aidés, alors malgré un appel à l'aide solennelle de Reynaud en 1940. Nous nous méfions, nous Français, de l'alliance des États-Unis. On sait que ça peut changer. Et d'ailleurs, avec Trump, on a vu qu'il disait... on a publié la semaine dernière une interview de John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, qui dit « Si Trump est réélu, il quittera très probablement l'OTAN. » Voilà, où il n'appliquera pas l'article 5, enfin peu importe. Et donc nous sommes méfiants, nous avons des raisons historiques d'être méfiants, c'est pour ça que le général de Gaulle s'est doté d'une force de frappe indépendante. Et dans le cadre d'une nécessaire défense de l'Europe, à nouveau à cause des velléités bellicistes de la Russie, eh bien, cette idée d'autonomie stratégique européenne du président Macron, qui est certes aujourd'hui refusée par ces pays du centre-Europe, n'est, à mon avis, pas du tout une mauvaise idée. On peut la mettre en œuvre parallèlement à l'OTAN, dans les délais qu'impose la guerre en Ukraine ? Frédéric Charillon. C'est les délais. Il y a beaucoup d'experts, et d'ailleurs aussi des collègues journalistes à vous qui se sont penchés récemment sur cette question. Ce qu'ils mettent en lumière vraiment, c'est le temps qu'il nous faudra aujourd'hui pour remonter en puissance. Là, il y a vraiment un problème de désindustrialisation générale, mais notamment dans le domaine de l'armement. Et ça, c'est la grosse question qui inquiète, parce que quand bien même nous aurions une volonté commune, ce qui en Europe n'est jamais gagné complètement, quand bien même nous aurions une volonté commune, le temps qu'on nous annonce, en tout cas, sauf vraiment un effort majeur, le temps qu'on nous annonce pour une remontée en puissance, il est assez inquiétant. On parle de beaucoup de mois, voire parfois plusieurs années, et on peut se demander si nos adversaires auront la politesse d'attendre. Bertie Bayart, là-dessus, sur l'industrie, la remise à niveau d'une industrie de défense. Parfois, le président laisse entendre qu'on serait déjà en économie de guerre. On n'est pas vraiment en économie de guerre. Non, l'économie de guerre, je crois qu'il a commencé à en parler à l'été 2022. Donc ça va bientôt faire 2 ans et on voit bien qu'aujourd'hui on n'est toujours pas et que c'est aujourd'hui qu'on commence à avancer sur des mesures de type réquisition telles que les a annoncées le ministre des Armées sur les fabrications de MBDA. Effectivement, il y a un processus qui est long. Ça paraît surprenant, mais en même temps, quand on le décortique, on voit bien quelles sont les... On a l'impression que la Russie a basculé beaucoup plus vite que nous en économie de guerre. Parce qu'elle est en guerre. Certes, parce qu'elle est en guerre, mais tout de même, quand il y a une volonté, et peut-être aussi parce que c'est un État plus dirigiste. Oui, et certainement aussi, comme la France, mais pas comme le reste de l'Europe, une puissance exportatrice. Donc il y a toujours eu une industrie militaire qui a tourné aussi à vocation export, parce que c'est l'économie russe qui est quand même un profil très particulier qu'on peut absolument pas comparer à ce qu'est une économie occidentale de façon générale. Parce que... On est condamné à être à la traîne ? On n'est pas condamné, c'est une question de priorité, c'est une question de priorité. Mais de fait, le marché domestique européen, j'allais dire, était plutôt en diminution pour les industriels de la défense de façon générale jusqu'à assez récemment. Donc les capacités de production, elles étaient adaptées à ce système-là. Il y avait une facilité de se fournir ailleurs qu'on a utilisée parce que c'était moins cher, parce qu'il y avait des gens qui le faisaient très bien, etc. Voilà. Et donc là, se dire, maintenant, il faut qu'on puisse refaire toutes les armes nécessaires dans les délais impartis, ça prend effectivement énormément de temps, avec
on s'en rend compte des points de faiblesse, de vulnérabilité qui étaient un petit peu passés sous silence. On dit la poudre noire, des choses comme ça qu'on avait totalement oubliées. Voilà, ce qui est un petit peu les commodités, les matières premières bas de gamme de cette industrie, et puis qui finalement se révèlent absolument indispensables quand il s'agit de fabriquer des obus au rythme où il faudrait les produire face à ceux que lance la Russie tous les jours. On reviendra tout à l'heure sur l'aspect militaire des choses. Juste un mot sur l'ONU. Est-ce que le siège permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU est toujours justifié pour vous, Christian Lequesne? Pour la France, il est justifié, en tout cas. Je pense que la France ne veut pas... Il peut être souhaitable, mais est-ce que c'est objectivement justifié aujourd'hui dans le monde? Je ne crois pas à la substitution d'un siège européen au siège français. Ça, je pense que c'est une chimère. En revanche, que l'on change la composition du Conseil de sécurité pour qu'il reflète, si vous voulez, la réalité du monde. C'est-à-dire l'élargir. Accueillir l'Inde, éventuellement le Brésil, ça oui, mais si l'on fait cela, il faut revoir aussi le système décisionnel, car avec le système du veto qui existe actuellement pour les membres permanents, si vous le laissez, plus vous élargissez, plus vous avez la possibilité de bloquer le système. Donc je crois que c'est du côté de l'élargissement, mais d'un élargissement avec une révision des processus de décision qu'il faut essayer d'avancer. Mais le siège européen, j'y crois absolument pas, et je pense que personne à Paris n'a envie de ce siège européen. Vous écrivez, et d'ailleurs l'ONU en est un peu le symptôme, que la France, finalement, c'est une puissance moyenne avec des ambitions globales. C'est ça notre paradoxe aujourd'hui ? J'ai écrit ça. Oui, bon. Oui. Oui, bah, c'est vrai, c'est une puissance moyenne. Vous avez bien fait d'écrire. Oui, je m'en souviens. À l'échelle du monde d'aujourd'hui, regardez ces énormes puissances, ne serait-ce que démographiques, que sont l'Inde, la Chine, ou un pays comme le Nigeria, qui est un immense pays également. Mais oui, du côté français, on n'a pas renoncé à avoir une diplomatie globale, et on joue ce jeu de la diplomatie globale, oui, bien sûr.